Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Je suis trop ravie d'accueillir Betty Rice dans l'épisode du jour. Coach, mentor et formatrice, Betty aide aujourd'hui les entrepreneuses à créer leur stratégie de marque et leur marketing d'attraction. En résumé, une entreprise florissante sans prospection. Et moi, ça m'a grave parlé parce que je déteste prospecter. Même si ça peut fonctionner, moi, ça ne me correspond pas. Alors, après avoir suivi sa formation, je me suis dit que peut-être toi aussi tu ressens ça avec la prospection et j'ai demandé à Betty de venir t'en parler aujourd'hui. C'est parti, je te laisse écouter. Hello Betty, je suis trop contente de t'accueillir dans Wedding Divan. Bienvenue, merci à toi. Merci à toi, c'est super de m'avoir invitée, d'avoir pensé à moi pour venir, trop bien. Écoute, j'ai fait une de tes formations, ça faisait longtemps que je rêvais d'en faire une et donc c'était le bon moment, le bon timing, tout ce que tu veux et donc du coup c'était hyper bien, j'ai adoré, tu le sais bien. Et je me suis dit, tiens, si je demandais à Betty de venir nous parler du marketing d'attraction, du coup. Allez. Donc, bienvenue pour ça. Et franchement, merci encore pour la formation. C'était hyper cool. Trop bien. Écoute, je suis très contente d'être ici. Et je me réjouis d'en parler. Alors bon, je pense que dans ma communauté, peu de gens te connaissent. Alors justement, c'est le moment. Peux-tu nous dire qui tu es, Betty? Yes, c'est l'occasion. Alors, Betty Rice, j'ai 42 ans. Je fais une présentation hyper conventionnelle. J'ai 42 ans, j'ai 3 enfants, j'ai un chat et j'ai un mari. Voilà. Et pas dans l'ordre de préférence. Je le dis comme ça, il n'y a pas de jaloux. Moi, j'ai eu un parcours assez, je sais pas si c'est atypique ou pas, par rapport au fait qu'il y a quand même pas mal de gens qui se sont reconvertis pendant ces dernières années. Moi, j'ai travaillé 14 ans en multinationale. J'avais vraiment un parcours de la bonne élève qui est sur les rails, tu vois, qui a fait des études, puis qui avance et qui se pose pas beaucoup de questions, jusqu'au moment où je me suis posé beaucoup de questions. J'ai perdu quelqu'un qui était cher à mon cœur, ma tante, et ça a été comme le début de déclenchement de vraiment se dire qu'est-ce que je veux faire de mes journées. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que j'ai envie d'attendre la retraite pour vraiment en profiter et m'éclater dans ce que je fais, tous les jours? Et donc là, c'est parti et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a 4 ans. J'avais déjà comme un truc qui ressortait dès le début sur le fait que j'adorais, lancer les projets, c'est comme faire le site internet. J'étais pas du tout là-dedans quand j'étais salariée, mais faire le site internet, puis qu'est-ce qu'on dit et comment on se présente, et etc., c'était comme un truc qui était là assez présent. Et du coup, je me suis lancée, j'ai pivoté plusieurs fois, j'ai fait de la reconversion, j'ai fait du branding, jusqu'au moment où c'est un peu venu comme une évidence que finalement c'était moi la communication et le marketing qui me passionnait, même si j'avais pas fait des études là-dedans. Et j'ai appris énormément de choses, j'ai pas mal d'expérience qui est venue aussi sur le terrain, j'ai envie de te dire, et j'ai vraiment pris une passion pour ce truc qui est le marketing, plus particulièrement le marketing d'attraction, qui aujourd'hui est le concept de comment tu arrives à attirer tes clients à toi sur les réseaux sociaux sans avoir à passer par les cases un peu dégueu que les entrepreneurs connaissent, qui sont aller prospecter à froid, aller démarcher, faire de la pub qui te rapporte absolument rien, etc., etc. Et du coup, je suis coach et mentor et formatrice aussi. J'ai un peu toutes les casquettes dans ce domaine en particulier. Yes, c'est marrant. Je reviens sur le déclic. J'en parlais récemment sur mon Insta. C'est vrai que souvent, s'il y a un truc comme ça, c'est moi, c'est mon père qui est décédé, toi, c'est ta tante, et du coup, on se dit, ok, moi, j'avais ça, et en plus, j'avais 30 ans, et je me suis dit, ok, t'as 30 ans bientôt là, ton père vient de mourir, il t'a toujours dit que tu devais être entrepreneuse. Qu'est-ce que t'attends, meuf? Et donc du coup, ça réveille et puis on se lance quoi. C'est comme ça qu'on se lance. Mm-hmm. Pour revenir donc au marketing d'attraction, t'as décrit exactement tout ce que je déteste dans la prospection et tout ça.
et je me reconnaissais vraiment pas là-dedans. Et j'entends, tu vois, encore des gens dire oui, alors la routine d'engagement, alors tu vas liker les machins et les trucs, mais j'ai pas le time en fait de faire ça. Alors après, oui, moi, contrairement à toi, je crois que tu l'as fait, mais tu le fais plus. J'envoie toujours alors toujours non, plus le temps non plus, mais le plus possible un message de bienvenue. Je l'ai eu fait, c'est pareil. C'est ce que tu disais sur j'ai pas le time. Bah là, moi, ça, c'était passé clairement à un moment donné, genre j'ai plus le time. Bah c'est ça. Mais oui, ça. j'entends, absolument. Mais je pense que ça c'est bien quand on débute en fait, aussi pour créer cette connexion, ce lien avec les gens. Mais une fois que tu passes à un niveau supérieur, ça devient compliqué. Mais oui, la prospection, moi quand je vois que les gens me disent oui, alors attends, pour que tu aies plus de gens qui te suivent, qui commentent et machins, il faut que toi t'ailles commenter, que t'ailles liker des posts de tes abonnés, de tes machins et trucs. Mais sérieusement, enfin. Ouais, et puis prospecter, envoyer des messages en MP, moi je supporte pas qu'on me le fasse quasiment, tu vois. Donc pourquoi je le ferais moi en fait, tu vois. Yes. Après voilà, c'est des personnalités, je pense. Mais bon, après il y en a peut-être qui me l'ont fait et qui ont eu un retour positif de ma part. Donc ça marche de temps en temps, mais il faut que ça soit vraiment pertinent, quoi. Tellement. Et puis c'est une stratégie où tu vas aller viser du volume. Parce que comme tu le dis, il y a tellement de gens qui aujourd'hui n'aiment pas du tout la démarche, n'apprécient pas la façon, que tu ailles les chercher pour. Puis ça fait tellement vendeur de tapis. Tu vois les gens arriver à des kilomètres. C'est ça qui se passe en fait aujourd'hui. Et parfois, t'as une personne avec qui ça passe. Et donc du coup, faut viser vraiment du volume. Donc ça veut dire, comme tu le disais précédemment, ça demande aussi beaucoup d'énergie et de temps. Finalement, cette stratégie-là, pour avoir un retour sur investissement qui potentiellement, j'ai envie de dire, même on peut le questionner parce que est-ce que c'est vraiment ton client idéal que tu as réussi à aller chercher en démarchage ou en prospection? Tu sais, il y a comme un gros point d'interrogation en plus sur avec qui je vais travailler finalement si la personne me dit oui. Parce qu'il n'y a pas de garantie à ce moment-là qu'elle te connaisse. C'est ça. Et que du coup, il y a ce match qu'on va chercher avec nos clients. Ouais, et puis souvent dans la prospection, c'est quand même, ce qui est chiant, on va pas se mentir, c'est que t'as l'impression de pas avoir de personnalisation en fait. C'est toujours le même message, c'est toujours qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah en fait, c'est marqué sur sur ma bio, tu sais que les méthodes elles évoluent. Et moi j'ai reçu 2-3 petits trucs qui étaient quand même assez pertinents. En prospection. Hein. Donc, du coup, si vous voulez faire de la prospection, faites-le de manière la plus intelligente possible. Et c'est comme tu dis, aujourd'hui, ce qui va manquer, c'est ce côté un peu personnalisé. Donc, moi, j'ai quand même un vidéaste, je crois. Parce que les vidéastes, là, ils sont full prospection. Hein. Je sais pas si vous avez reçu, les vidéastes, j'en vois passer. Et monteur. Ils cherchent du boulot, là. Et du coup, il y en a un qui m'a quand même fait un petit loom, tu vois, de 5-8 minutes quand même, hein. Où il a enregistré, il est passé à travers mon profil, il m'a dit écoute, je voudrais te faire un petit feedback, il y a plein de trucs que tu fais super bien, je suis allée voir et je pense que t'as quelques axes que tu peux améliorer, nanana. Et le mec, genre, il m'a fait un loom, mais il a quand même pris 5-8 minutes, donc tu vois, c'est plus de la prospection quali. Où moi, j'ai reçu le loom, je suis allée voir, effectivement, c'était pas un truc qu'il avait enregistré pour tout le monde, c'était vraiment un truc qui m'était dédié à moi. Et je pense que si tu vises, du high ticket, puis t'as le temps, hein, encore une fois, peut-être, passer ce temps-là, 5-10 minutes consacrées à une prospection active, qui te coûte quelque part un peu d'argent, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner, mais je dirais aller vraiment sur quelque chose qui est hyper intelligent, hyper quali, où on sent la personnalisation, on sent qu'on s'intéresse vraiment à nous. Et alors attention, parce que moi je le dis souvent en communication, je le dis souvent à mes managers, parce que je suis aussi formatrice en management, ne vous intéressez pas aux gens en faisant semblant de vous intéresser à eux, parce qu'à un moment donné, ça va se voir, ça va se sentir, et puis alors là, la déception elle est d'autant plus grande quand on se dit, finalement, il était juste vraiment que intéressé, et que ma gueule, elle en a rien à faire. Donc attention à ménager, je pense, aussi très très intelligemment, et avec beaucoup de sincérité, si on fait cette démarche-là, je trouve. Mais du coup, le monsieur qui t'a contacté avec je t'ai pas donné suite. Et qu'est-ce qui t'a pas donné envie du coup? C'est la prospection. Ouais, encore une fois, le problème de la prospection, c'est que tu sais pas où elle en est la personne dans son parcours client par rapport à ce service, tu vois, en particulier. Du coup, moi j'avais déjà un vidéaste. Moi, j'ai déjà un vidéaste avec qui j'ai commencé à travailler. En plus, pas de bol pour lui, hein, c'était à peu près ce moment-là où moi j'avais commencé avec mon nouveau vidéaste.
Et donc, tu vois, moi, j'ai quand même pris le temps de répondre et de dire, merci beaucoup, merci d'avoir pensé à moi. Donc, même les mecs qui prospectent, moi, je leur mets pas un gros tac dans la tête parce que je sais que c'est pas agréable de se recevoir un tacle. Donc, souvent, je remercie la personne, puis je dis là où j'en suis, puis je dis souvent, écoute, au cas où je te garde en tête, et puis si j'ai besoin un jour, je reviens vers toi, et puis je leur souhaite du succès, tu vois. Mais clairement, là, c'était pas le bon timing, et c'est ça qui peut manquer aussi, c'est que finalement, il avait aucune idée que moi, c'est déjà trop tard, en fait. Tu es en train de venir me parler d'un besoin, il n'existe pas ou plus, parce qu'on se connaît pas. Donc, c'est ça aussi qui va manquer. Et puis, moi, je me positionne pas, en fait. Je reçois quelque chose à un instant T qui fait peut-être aucun sens avec là où j'en suis et là où j'ai besoin aujourd'hui. Donc là, c'était ça. Mauvais timing. Je vais peut-être te poser une question difficile en spontané, mais à sa place, t'aurais fait quoi? Alors, tu dis à la suite ou tu dis par rapport à sa prospection? Par rapport à sa prospection, parce que bon, là, c'était pas le bon timing, mais par exemple, si ça avait été le bon timing, est-ce que t'aurais accepté un rendez-vous avec lui, par exemple? Parce que justement, sa démarche était plus originale, plus personnalisée? Ouais, alors là, on est sur une prestat de service. Et pour moi, c'est hyper important qu'on puisse tester la prestat de service. Surtout si après, si on s'engage, moi, un vidéaste, je vais pas faire 2 vidéos avec, tu vois. Je veux m'engager sur du long terme, etc. Donc moi, la prochaine étape, si j'aurais vraiment été dans cette démarche de, OK, j'ai pris du temps, j'ai prospecté, je te fais une vidéo personnalisée, peut-être venir avec une proposition de, je te monte une vidéo avec un super tarif. On voit si ça match, tu sais, en termes de ce que tu attends par rapport à ce que moi je fais. Et après, let's go, on travaille ensemble, tu vois. Donc, je ferai encore un effort supplémentaire pour aller prouver ma valeur, mais dans la prestat de service, que la personne ait vraiment l'occasion de voir ce que ça donne un résultat avec nous. Parce qu'elle a pas eu les étapes précédentes du parcours client où peut-être elle a goûté ton contenu, elle allait prendre des freebies, elle a testé des trucs. Là, t'as déjà zappé ces étapes-là, en fait. Donc, comment tu fais pour construire la confiance? Moi, j'irais toujours un peu dans ce principe de je fais goûter à mon job. Là, étant donné qu'il nous manque quand même des étapes précédentes, je ferai une proposition un peu dans ce sens-là. T'es pas obligé de le faire gratuit. Voilà, tu montes une petite vidéo pour, 10 €, 20 €, un truc, hyper mini, hyper facile à acheter. C'est comme une mini-offre. C'est comme ta mini-offre. Et puis, du coup, la personne, après, elle se dit, ouais, ça fit bien. Il m'a livré en temps, en heure, en qualité de ce que j'attendais. Il a compris ce que je voulais, etc. Et là, je pense que ça pourrait être une bonne suite. Enfin, je sais pas, c'est juste une idée que j'ai, mais tu vois, ça pourrait être une bonne méthode pour justement construire cette confiance qu'on n'a pas eu le temps de construire. Ça va trop vite, là. Ouais, oui, c'est clair. Ça te parle? Oui, c'est une bonne idée. Après, je sais que, alors, les vidéastes, il y en a beaucoup dans ma communauté, puisque ils font, après, je sais pas s'il y en a qui font ça. D'ailleurs, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a des vidéastes de mariage qui font aussi du montage pour des gens sur Instagram? Je ne sais pas. Après, voilà, je sais que potentiellement, ils vont pouvoir dire, non, moi, je fais pas de réduc sur mon truc. Mais ce que tu viens d'expliquer, c'est réduc ou gratuit. C'est toujours hyper mal vu. Mais ce que tu viens d'expliquer, c'est effectivement quand tu n'as pas toutes les étapes de la mise en situation du truc, effectivement, du freebie, du machin. Peut-être que c'est une solution, effectivement. Après, toi, ton vidéaste, tu l'as trouvé sur Instagram? Alors là, mon vidéaste, c'est assez drôle, parce qu'il y a aussi d'autres critères, tu vois, qui peuvent arriver. Mon vidéaste, il m'avait démarché à la base. Et il m'avait fait cette offre. Je crois qu'il m'a envoyé comme un lien où il y avait quelques-unes de ses réalisations. Comme ça, je pouvais voir à quoi ça ressemblait ce qu'il avait fait. Et il m'avait fait cette proposition de dire, je te fais quelques vidéos un peu moins chères au début. Ok, fine. Puis en fait, je l'ai oublié et il a été mis de côté. Et c'est une de mes copines qui m'a parlé de lui. Et vu qu'une de mes copines m'a parlé de lui, du coup, la confiance, tu vois, bam, ça fait x10, x100. D'un seul coup, t'as beaucoup plus confiance quand quelqu'un a déjà travaillé avec et te dit, ouais, c'est bon, tu peux y aller, il bosse bien, etc. Et c'est à la suite de ça que on a fait quelques vidéos d'essai. Ça a fonctionné et du coup, j'ai poursuivi avec lui. Et du coup, qu'est-ce qu'il filme pour toi? C'est plutôt des trucs un peu lifestyle dans ta vie? Alors lui, c'est plutôt le monteur, Donc c'est tous les reels qui sont parlés, tu sais, où on veut ramener du rythme, amener des petites images d'illustration. Aujourd'hui, ça se fait de plus en plus pour vraiment garder l'attention en fait des personnes qui regardent. Donc lui, il fait ça. Et du coup, la prospection, c'est has-been en 2023 ou pas? Je te dis, si elle est quali et que tu prends vraiment le temps d'aller connaître la personne, tu sais, c'est comme si tu allais choisir tes clients en fait.
et que tu prends le temps de faire ça, et que tu prends le temps de comprendre, ok, qu'est-ce que je pourrais lui amener à cette personne-là en particulier qui ferait vachement du sens par rapport à qui elle est, par rapport à son univers, peut-être par rapport à ce que je ressens là, qui manque chez elle. Je pense que ça peut fonctionner. La prospection de masse aujourd'hui, ouais, je pense que ça c'est vraiment dead parce que du coup tu vas passer beaucoup de temps pour pas grand-chose, pour pas beaucoup de retours. Et puis, moi j'aime toujours dire que on n'a pas l'occasion de faire une deuxième fois une première bonne impression. Et si ta première bonne impression c'est oh là là, le relou qui me fait un MP pour me vendre son machin, c'est trop nul, c'est vachement chaud de revenir dessus en fait. Et le rétropédalage, il est beaucoup plus compliqué. Moi je sais, j'ai quelqu'un qui m'a démarché, c'était du démarchage pur sur mes MP il y a quelques semaines. Je sais pas, hyper apprécié ce qu'il me proposait. En plus, c'était hyper chelou, c'était pas clair, etc. Et il est quand même encore là à interagir avec moi en MP, tu sais, sur mes stories. Mais j'ai même presque pas envie de lui parler, tu vois. Parce que je me dis, mais de toute façon, je sais que c'est intéressé. J'ai bien compris que là, tu veux me refourguer ton truc. Donc, ouais, bof. Donc, on garde cette première impression en tête. Et donc, après, ce qui est difficile avec ces premières impressions, c'est que peut-être t'apportes un maximum de valeur, t'es hyper professionnel, tu sais, et que ça peut vachement bien fonctionner. En fait, la prospection ne veut rien dire par rapport à la qualité du travail que tu vas apporter après. Seulement, il suffit qu'il y ait une erreur, un petit truc qui foire. Tout de suite, l'être humain, qu'est-ce qu'il fait? Il revient sur sa première impression et il se dit, j'avais raison. J'avais pas un super bon avis sur cette personne. Et la réalité m'a prouvé que c'était le cas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vachement chaud, en fait, ce truc-là, parce que tu construis une image dans la tête de ton potentiel client et cette image, ça va être difficile de s'en défaire. Et du coup, c'est quoi le marketing d'attraction alors? Ça marche comment? Yes, le marketing d'attraction, c'est le fait d'attirer les personnes à soi. Donc, marketing d'attraction, ça paraît assez évident par rapport à ça. Je dirais que ça se rapproche un petit peu du marketing d'influence, ou quand tu regardes les influenceurs, un petit peu ce qu'ils font aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est un peu ça en fait. C'est de dire, tiens, il y a une personne sur les réseaux sociaux, j'apprécie qui elle est, il y a un truc sur lequel j'accroche. Bon, si on prend les influenceurs, j'apprécie son lifestyle, j'apprécie peut-être son physique, hein, j'apprécie la façon dont elle pense, j'apprécie son talent, elle a peut-être un talent qu'elle nous partage, etc. Et du coup, les influenceurs, bon, la seule différence, c'est que eux, ils vont pas vendre leur propre service. Eux, ils vont aller proposer potentiellement du thé amincissant, voilà, tous les trucs qui commencent à devenir un petit peu illégaux d'ailleurs. Donc eux, ils vont mettre en avant d'autres marques. Et nous, la seule différence, c'est que du coup, en créant un petit peu cette attraction envers notre marque, nos produits, quelque part, j'ai envie de te dire aussi qui on est dans notre personnalité, la finalité, c'est aussi à un moment donné de partager nos offres et de proposer à cette communauté qui est devenue fan de nous, qui a confiance, qui reconnaît notre expertise, etc., proposer la bonne offre qui fait que les achats sont facilités en fait, parce que les gens ont vraiment l'impression de nous connaître. Et quand on a l'impression de connaître la personne avec qui on achète, aujourd'hui, si tu regardes à compétence, à connaissance, à offre égale, et qu'est-ce qui fait la différence? Probablement c'est toi, c'est ta personnalité, c'est ta façon d'être, ta façon de t'exprimer, ta façon d'expliquer les choses, l'énergie que tu donnes, les émotions que tu fais ressentir, ton sens de l'humour, blabli-blablo. Tu vois, il y a tellement de choses en fait qui sont différenciantes par rapport à qui tu es. Et du coup, la base du marketing d'attraction, c'est justement d'être soi, parce que on recherche de plus en plus cette authenticité entre guillemets sur nos réseaux et de connecter d'humain à humain. Parce qu'il y a tellement de monde que voilà, maintenant tu deviens un petit peu un numéro finalement. Et c'est ça qu'en fait qui est aussi la limite de la prospection, c'est que on recherche cette relation personnalisée où on est vu, entendu, reconnu, nous en tant que personne. Puis quand tu prospectes, tu sais que tu t'es presque qu'un numéro ou t'étais une ligne sur le fichier Excel de la personne qui avait envie de cocher 50 lignes dans cette journée, tu vois. Et du coup, si tu devais donner 3 conseils à une personne qui se lance ou qui a envie de changer sa façon de fonctionner, donc pour vendre entre guillemets sans prospecter, ça serait quoi? Alors la première chose, ce serait de savoir ce que tu offres et à qui. Donc on parle de positionnement. Je sais que c'est un petit peu des gros mots, c'est des choses qu'on n'a pas trop envie d'entendre. Mais d'amener cette clarté, parce que finalement il y a aussi comme l'effet de communauté, l'effet de tribu qui peut être très facilement créé. Puis on va attirer des gens en conscience finalement. Donc on veut pas attirer tout le monde, parce que autrement ça fonctionne pas, parce que si t'attires tout le monde, si tu parles à tout le monde, tu parles à personne finalement. Donc de savoir à qui tu t'adresses, ton client idéal, voilà. Donc vraiment poser toutes les bases de
de ton positionnement pour pouvoir attirer les bonnes personnes à toi et pouvoir vraiment driver un peu ta stratégie, ta communication par rapport à ça. Je dirais aussi aujourd'hui, on n'a plus trop le choix d'apporter de la valeur d'une façon ou d'une autre sur tes réseaux. Donc que les gens viennent vraiment connecter sur tes réseaux sociaux parce que tu leur apportes quelque chose de particulier, de différent, et crée comme un effet addictif presque. Ah, j'ai trop envie de savoir ce qu'elle va me dire aujourd'hui sur ce sujet-là parce que la dernière fois c'était super, c'était génial, ça m'a fait faire un pas, ça m'a appris quelque chose, j'ai eu un déclic, son astuce elle a super bien marché, etc. C'est ça les contenus qu'on recherche aujourd'hui. On cherche des choses qui nous font bouger, on cherche des choses qui sont précises par rapport à ce que nous on a envie d'observer, de regarder sur nos réseaux. Et le troisième point, je dirais d'être soi-même. Et je sais que ça, c'est peut-être le point le plus compliqué à entendre parce que être soi-même, c'est facile d'être soi-même. Sur les réseaux, c'est pas si facile que ça parce qu'il y a plein de pensées limitantes qui viennent sur ah, punaise, il y a mes parents qui sont sur les réseaux, je peux pas dire ça. Que vont penser mes amis si je commence à présenter ce truc-là? Et puis moi, j'ai envie peut-être de présenter cet aspect-là de ma personnalité, mais les gens, ils me connaissent pas là-dessous. Puis en fait, on va se mettre plein de barrières et plein de limites. On va vouloir plaire aux gens. Et en fait, c'est tout le contraire que vraiment on serait invité à faire dans ce marketing d'attraction, c'est être pleinement toi-même. Puis il y a des gens ils vont pas aimer. Et en fait, c'est OK parce que c'est vraiment cet effet qu'on va rechercher, c'est comme un aimant qui attire et qui repousse. Donc tu vas attirer les bonnes personnes à toi et tu vas repousser celles pour qui ça va pas convenir en fait. Et puis en fait, c'est très très bien parce que ces personnes-là, t'as pas envie de travailler avec elles parce que c'est pain in the ass. C'est vraiment des gens qui sont difficiles, sont relous. Donc, les gens relous à la poubelle. On ne les veut pas. Nous, on veut que des clients idéaux avec qui on kiffe parce que ça nous énergise dans nos business et on sait qu'on a besoin de cette énergie aujourd'hui. Et comment on fait quand on est timide et ou qu'on veut pas se montrer? Ah, ça, c'est le débat. Hein. Je sais. Tu savais pas que j'allais te la poser, celle-là? Si. Enfin, c'est un vrai débat parce que c'est vrai qu'il y a plein d'entrepreneurs qui aujourd'hui fonctionnent sans se montrer. Après, ça dépend du business que t'as. J'ai envie de te dire aussi, je sais pas, tu vends de la papeterie, des notebooks, fine. C'est-à-dire, on n'a pas vraiment besoin de savoir qui t'es derrière. Ça peut apporter quelque chose à ton business. C'est qu'il y ait des valeurs, un message, une philosophie, avec la personne qui a monté le truc, on la kiffe et tout, ça fonctionne. Maintenant, moi, j'accompagne beaucoup de coachs. Beaucoup d'accompagnants, de thérapeutes, etc. Et franchement, là, qu'est-ce qu'on fait? On achète une presta où on travaille avec un humain. Et moi, là, c'est vrai que mon positionnement par rapport à ça, c'est que ça me gêne de me dire, OK, t'as des coachs aujourd'hui sur les réseaux qui montrent pas leur visage du tout. Leur contenu, il est super. Il y a beaucoup de valeur ajoutée. Je remets pas du tout en question cet aspect-là. En même temps, moi, ça me fait toujours un petit, t'es coach. Qu'est-ce qu'on fait, nous, les coachs? Nous, les coachs, on accompagne dans la confiance en soi, hein. Quel que soit le sujet que tu fais, love coach, dating coach, libération émotionnelle coach, whatever, business coach. On fait quoi? On accompagne les gens à avoir plus confiance en eux pour se mettre en action ou se mettre en action et avoir plus confiance en eux. Et puis, du coup, quand tu oses pas montrer ton visage ou qu'il y a comme un truc qui bloque, bizarrement, ça me fait dire qu'il y a un message de congruence qui est pas là et que moi, j'aimerais, même si, je sais pas, c'est ma vérité. Après, vous en faites ce que vous voulez. Moi, j'aime bien voir les personnes. Moi, j'aime connecter à un visage. Ça me donne plus confiance. Et du coup, je trouve qu'on a, là-dessus, on a un petit truc d'incongruence qui est hyper dommage parce que c'est peut-être même les introvertis, je sais pas qui seraient les meilleurs coachs, j'en sais rien. Mais vu qu'on les voit pas, du coup, on veut faire quoi? On va faire du business. Si tu veux faire du business, à un moment donné, il y a aussi ce truc-là de, comment j'inspire confiance. Quelque part, ça passe aussi par, je me dévoile un petit peu, quoi. Il y a des gens, ils ont même pas leur prénom qui apparaissent sur leur feed. Tu sais, il y a pas le prénom, il y a pas de visage. C'est qui, en fait? Qui es-tu? C'est clair. Complètement d'accord avec toi. Moi, j'accompagne aussi beaucoup de prestataires de services, dans le mariage, évidemment, et j'ai le même souci, en fait. Je me dis, même idée que toi là-dessus, parce que de toute façon, tes clients, ils vont voir ta tête à un moment donné. Oui. Donc, on espère, en tout cas. Si c'est tes clients, oui, à un moment. Tu vois Attends, moi j'ai eu des coachs, c'était des appels téléphoniques. Hein. Bon, après, c'était des gens qui s'exposaient sur les réseaux, donc tu savais à peu près à quoi elles ressemblaient, quoi, les personnes. Dans la presta de mariage, quand t'es vidéaste, photographe, wedding planner, à un moment donné, tu vois t'es marié. Il y a pas de... clair. Tu vois. donc voilà, je trouve que c'est... Et puis même, tu vois, ce qu'on disait dans la formation, c'est très pertinent, c'est-à-dire que ça aide à connecter, en fait. Mm-hmm. Se montrer et aussi partager un peu, alors pas... ce qu'on n'a pas envie de partager, mais partager des choses qu'on aime, par exemple, je dis n'importe quoi, mais
voilà, je sais que moi dans mes coachés ou dans ma communauté, j'ai beaucoup de fans de Friends ou de How I Met Your Mother. Dans ma newsletter, il y a que des gifs de ces deux séries-là. Voilà, je sais que manger est la passion numéro 1 de mes coachés et c'est juste moi aussi. Donc voilà, et donc du coup à chaque fois que je vais manger, j'en parle. Enfin, j'exagère hein, parce que je mange quand même 3 fois par jour, enfin 2 fois maintenant par jour, mais voilà, quand je mange un truc cool, je le partage parce que je sais que voilà, j'aurai des commentaires, des choses comme ça là-dessus et l'engagement, il est souvent meilleur sur le perso que sur le pro, c'est très rageant, mais c'est vrai. Mais c'est comme ça que les gens se reconnaissent en toi, en fait. Et voient les valeurs que tu partages avec elles et ce que tu partages d'autres avec elles. Donc je valide. Une idée reçue, c'est qu'on se dit souvent, même si je parle trop de moi ou si je dévoile des choses qui sont perso, c'est pas sérieux, ça fait pas professionnel. Puis en fait, je pense que c'est vraiment une des grosses croyances qu'on a, parce qu'en réalité, c'est pas parce que tu t'oses dire que t'aimes bien bouffer que d'un seul coup, genre Magali, tu sais, c'est pas une nana qui est sérieuse, c'est pas une nana professionnelle, elle assure pas dans son job. Tu sais, genre ça a rien à voir en fait. Ça va juste amener comme du piment ou du relief à ta personnalité, à ce que tu proposes. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, c'est le truc différenciant. C'est le fait qu'on va se rappeler justement de Magali parce qu'elle adore la bouffe puis qu'elle est toujours en train de nous mettre des photos de tous ses repas puis qu'on kiffe en fait les images qu'elle poste. Et les gens se rappelleront de nous. Donc, dans le truc de marketing d'attraction, dans ce concept dont je parle, il y a aussi ce truc de marque personnelle, qui je suis. Et en fait, c'est ces petites choses de notre personnalité qui paraissent tellement anodines et on se dit « Oh, mais pourquoi j'en parle ?» C'est ça dont les gens se rappellent. C'est le truc qui les marque. Tu deviens la dame en rouge dans la soirée où tout le monde a un costard noir, tu vois. Parce que d'un seul coup, ah oui, mais alors moi, c'est genre, moi, les gens se rappellent que je suis de la Réunion. Pourtant, au début, ouais, ce que tu m'avais dit. Au début, je me disais, mais jamais, pourquoi j'en parlerais? C'est genre, ça a aucun intérêt. Puis les gens, ils doivent bien se douter que je viens de quelque part, tu vois, avec ma couleur de peau et tout. Mais on veut savoir, justement. Mais oui, justement. C'est la question que tout le monde se pose tout le temps. Ah c'est genre, c'est quoi tes origines? Tout le monde pense que je suis de son pays. C'est ça qui est intéressant aussi. J'adore. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, bon, allez, je le mets, je l'ai mis dans un des posts où je me représentais. Et là, le nombre de commentaires comme, ah ouais, ma belle-sœur, elle habite là-bas. Ah, bah, moi, j'ai vécu là-bas. Bah, moi aussi, je suis team Réunion. Et en fait, tu crées des petits points communs, des ponts qui nous rapprochent. Chose qui, aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, c'est hyper compliqué de te sentir proche d'une personne parce que tu la vois en 2D, elle est pas dans la même pièce que toi, puis tu vois juste une toute petite partie, infime partie de qui elle est, quoi. Donc, oser parler de ces petites choses, ça fait vraiment la différence. C'est clair. Non mais c'est marrant parce que ça me fait penser à un truc dans la formation où en fait tu nous fais demander aux gens, à nos amis et aussi aux gens de la formation, les caractéristiques en fait de ton compte et qu'est-ce qui voilà si t'étais une couleur ou je sais plus exactement l'exercice, mais les gens m'ont dit tes cheveux. Ouais. J'étais là. Ok. Donc en fait si je me coupe les cheveux c'est mort. C'est mort. Tu te rappelles de Kerry Russell ou pas? Qui avait fait la série Felicity. Non, je crois pas. Alors il faut que tu regardes. Pour ceux qui se rappellent, Kerry Russell, Felicity, c'était une série d'ados. Et du coup, elle avait l'espèce de longue chevelure, de cheveux bouclés, mais beau possible. Puis à un moment donné, elle a fait comme une crise d'ado. Elle s'est rasé la tête. La série s'est pété la gueule. Ils ont arrêté la saison d'après. Parce qu'elle s'est coupé les cheveux. Donc des fois, tu vois, tu te dis l'être humain, il est bizarre. Je me souviens quand j'ai coupé mes cheveux très courts, enfin pas rasés, mais vraiment au carré, parce que je supportais plus de coiffer mes cheveux qui s'en mêlaient très très vite, etc. Ma mère a fait une dépression ce jour-là. Ouais. Elle m'a dit mais tes cheveux, regarde les miens qui sont tout fins, tout machin. Toi tu coupes alors que t'as des cheveux magnifiques. Je dis mais j'en ai marre de ces cheveux. Et donc maintenant j'y suis revenue. Mais c'est vrai que voilà, les gens m'ont dit ça et j'étais hyper étonnée que ça fasse partie de ma marque en fait. Ouais, c'est ouf, hein. C'est ouf. C'est ça. En tout cas, merci pour tous ces partages. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais avant qu'on termine, je vous pose toujours des questions que j'en vois pas. D'accord. Donc, sauf si tu veux rajouter quelque chose sur le marketing d'attraction, la prospection ou autre chose, avant de passer aux questions. Bah, je pense que c'était relativement clair, hein. Non? Ouais, je pense aussi. Ouais, allez. On y va alors. Yes. On y va. Si tu devais me donner un livre, un podcast ou un compte Instagram à suivre qui te motive à chaque fois que tu le regardes, que tu l'écoutes ou que tu le lis, ça serait quoi? Oh là, il y a tellement de trucs.
Je te parlais d'un truc dont je parle pas souvent, et puis je pense que c'est un sujet qui m'anime profondément. J'ai découvert sur YouTube une chaîne qui s'appelle Charisma On Demand, comme le charisme en anglais, On Demand. Et alors, je trouve ça génial parce que, vu que je suis moi dans la communication, et il a tout compris en fait en plus au format des réseaux sociaux. Donc, il a des accroches qui sont géniales, qui donnent trop envie de regarder les vidéos, et il illustre tous ces faits. Donc, ça peut être comme comment te rendre immédiatement attractif quand tu arrives dans une nouvelle soirée ou un truc comme ça, tu vois. Genre, il est hyper je trouve que nous, sur nos accroches, on tourne vachement autour du pot aujourd'hui. Je sais pas si c'est français, je sais pas si c'est féminin, j'en sais rien, mais mes clientes, elles osent pas dire ce qu'elles vendent pour de vrai. Et lui, tu sais, il y va cash, quoi. Et les gens, ils veulent dire ça, en fait. C'est ce qui est attractif. Donc déjà, je trouve génial de ce point de vue-là. Et ensuite, il va aller nous donner des conseils de communication qui sont hyper pertinents. Moi, c'est ce que j'enseigne à mes managers, en fait. Donc, je suis là, waouh, il a réussi à reprendre les concepts, il les rend hyper chouettes et tout. Et il illustre avec des vraies scènes, avec des stars sur des plateaux télé. Et aux États-Unis. Puis j'adore parce qu'il prend vraiment les gens qu'on aime bien, tu sais, des gens qui ont fait Game of Thrones, le Daddy of the Internet, pour ceux à qui ça parle, la référence. Bref, Pedro Pascal. Bref, plein de gens. Et il illustre vraiment ces points. Et je trouve qu'il est hyper on point pour nous dire, OK, quand t'arrives dans un nouveau lieu ou quand tu fais une présentation, par exemple, sur scène, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut prendre de l'espace, faut prendre de la place. Faut être là, en fait, au lieu d'essayer de te cacher puis de se mettre dans son coin. Et en fait, c'est tellement, tellement, tellement juste que, comme je te dis, moi, c'est des conseils que j'aimerais aussi donner à terme à mes clientes parce que c'est des trucs qu'on peut se servir dans la vie de tous les jours pour se rendre charismatique, magnétique quelque part, tu vois. Donc c'est pas faux par rapport à ce que je propose. C'est comment, tu sais, au-delà de tes réseaux sociaux, tu te rends magnétique aussi dans tout ton langage non verbal et ça, j'adore. Ok, je connais pas du tout. Je vais aller voir ça. J'adore découvrir de nouvelles choses comme ça. C'est trop bien. C'était quoi la pire période de ta vie? Quel âge, quoi? Le truc spontané qui m'est venu, c'était genre quand j'étais petite. Parce que je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup ennuyée quand j'étais petite. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à Betty qui était petite, du coup, maintenant? Je lui dirais, gaffe-toi, parce que finalement, ça va quand même pas mal s'accélérer, cette affaire. Peut-être de différents points de vue, et pour ta vie, et dans le monde, je crois. Je trouve, des fois, je me dis, tout va tellement vite aujourd'hui. Je pense que quand on était petit, on n'imaginait pas que, je sais pas toi si tu l'as vécu ou, je sais même pas si mes enfants le vivent, en fait. Finalement, tu sais, tous ces moments où tu t'ennuyais, t'avais rien à faire. Tu sais, éventuellement, mon père, de temps en temps, il louait une cassette vidéo, quoi, d'un dessin animé. Autrement, j'étais jamais devant la télé. T'étais dans ta chambre, devant tes jeux. Ce que t'avais. Tu réfléchissais à la vie. C'est ça. Et du coup, tu vois, je me dis, voilà, je lui dirais, profites-en parce que ça va aller très, très vite. Et du coup, profite de ces moments où finalement, on sentait vraiment le temps passer. Parce qu'il y a un jour dans ta vie, tu auras l'impression que tu maîtrises plus du tout ton temps. Donc là, c'est le bon moment d'en profiter, quoi. C'est clair. Non, mais en vrai, c'est marrant parce que tu disais, nos enfants, je pense pas du tout qu'ils ont le temps de s'ennuyer à notre époque. Ouais, c'est fou. Ouais. Hein. Et en fait, c'était vachement... Enfin, tu vois, mais j'aimais pas, moi non plus. Moi, j'aimais pas m'ennuyer. Enfin, je pense que j'ai saoulé ma mère et mon père pour jouer avec moi parce que j'étais fille unique, tu vois. En disant, moi, je veux pas rester toute seule, je veux pas jouer toute seule, ça me saoule. À part chanter. Mais, qui était déjà bien présent. Mais, c'est tout, quoi. Enfin, c'est vrai que c'était difficile pour moi. Même encore aujourd'hui, j'ai du mal, en fait, quand je fais rien, je suis pas encore bien, tu vois. Il faut vraiment que j'arrive à travailler sur ce truc-là, en vrai. Parce que ça fait du bien de s'ennuyer. Yes. C'est souvent là que les idées arrivent. Exact. Les meilleures. Ok. Et la dernière, ce serait, qu'est-ce que tu as appris sur toi depuis que tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat? Ça, c'est une bonne question aussi. Elles sont bien, ces questions. Merci. On voit que t'as l'habitude, t'as fait 2-3 podcasts, c'est ça? C'est ça, à peu près. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? J'ai appris sur moi que j'étais beaucoup plus forte que ce que j'imaginais. Et beaucoup plus prête à traverser certaines choses où j'aurais eu l'impression il y a quelques années que c'était insurmontable, quoi. J'aurais jamais réussi à faire ça, j'aurais jamais réussi à dépasser cette difficulté, à dépasser cette situation en particulier. Puis encore, de temps en temps, tu vois, il y a le truc qui revient en disant, waouh, ça c'est quand même assez hardcore, quoi, je m'attendais pas à ce truc-là. Et en fait, je me rends compte que plus j'avance dans le chemin d'entrepreneuriat, plus la résilience est là. Et qu'au début, peut-être, il me fallait, je sais pas, je vais exagérer, mais peut-être 1 mois pour me remettre d'un truc. Après, il m'a fallu 2 semaines.
Puis là, tu sais, il y a des choses qui se passent. Bah, j'ai eu un Reels qui est devenu assez viral. J'avais des commentaires dégueulasses. Tu sais, je les regardais, ils étaient immédiatement oubliés. Et je pense qu'il y a 2-3 ans, je me serais mis sous ma couette pendant 3 semaines. Oh, les gens, ils écrivent ça sur moi, c'est horrible. Et ben voilà, tu t'apprends en fait au fur et à mesure. Après, c'est le Reels où t'avais le filtre là quand même. Non, c'est un autre. Ah, c'est l'autre. Ah oui, non, l'autre, le récent là. Ah, celui où je parle d'argent là. Alors j'ai été critiquée sur mon physique, tu vois, donc c'est pour ça que tu t'apprends en résilience. J'ai été critiquée sur mon physique. Bon, c'était un filtre, les gars. Alors après, il y a eu tout un débat. Elle a mis un filtre, elle a pas mis un filtre. Il y a quand même des gens qui m'ont dit, je t'ai vu sortir de la clinique de chirurgie esthétique. J'étais là. Mais ouf, vous avez pas de vie, les gens. Vous avez le temps pour faire des trucs comme ça. Je comprends pas. C'est clair. Donc j'ai été critiquée sur mon physique. Et là, j'ai été critiquée sur l'argent, sur le fait que j'étais une grosse mytho, etc. Donc, tu sais, tu passes des niveaux, en fait, au fur et à mesure dans l'entrepreneuriat. C'est comme une femme qui parle d'argent sur les réseaux sociaux, au secours. Et puis franchement, je veux pas faire de. C'est des femmes la plupart du temps qui sont encore plus dures, non? Non, c'était les hommes. C'était des mecs. Les hommes, ils étaient vénères. Le fait que je dis, quand j'étais salariée, je gagnais 10 000 € par mois, mais alors là, il y en avait, c'était pas du tout leur réalité. Alors, mais ça existe pas, faut être je sais pas quoi dans telle boîte. Non, c'est pas rare en fait. Moi, j'ai plein de collègues, donc j'étais pas toute seule, ça c'est clair. Et je viens de Suisse, n'oublie pas aussi. On se connaît pas en fait, tu me connais pas, donc qu'est-ce que tu vas parler sur moi? Et en fait, t'apprends quelque part à rebondir de plus en plus vite, te dire, en fait, ça va rien dire à propos de moi. J'ai pas envie de passer de l'énergie là-dessus. Tu sais, il y a des nouvelles pensées en fait qui viennent au fur et à mesure. Et c'est vraiment ça ce que je te disais sur la résilience, c'est que ça va de plus en plus vite pour revenir à son centre, puis te dire c'est ok, je vais pas me faire des nœuds au cœur ou au cerveau pour ce truc-là. Vas-y, j'ai déjà vécu 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis au fur et à mesure, ça devient plus facile. Et il y a des gens qui m'ont dit mais alors le Reels, les commentaires, comment ça va? Je dis mais ça va, hein, vraiment. Franchement, je vais bien. Vous en faites pas pour moi, ça va très très bien. Il y en a certains, ils me font rigoler en fait les commentaires aussi, hein, tellement je trouve ça d'un autre monde. Ouais, mais ça m'étonne pas. Non, mais c'est intéressant aussi de ce que tu dis là parce que j'ai eu pas mal de fois la question de genre mais comment vous faites pour vous montrer comme ça, comment vous faites pour faire des reels parlés. Alors moi les reels parlés, je t'en ai déjà parlé, j'y suis pas encore là, mais je mets ma voix, je fais mon podcast, c'est déjà pas mal. Yes. On fait par petits steps. Mais les gens qui me disent ça, je leur dis mais ils ont posté la première déjà. En fait, après la deuxième, la troisième, la 10e, et en fait au bout de la 10e, ça devient facile. Yes. C'est comme quand je fais mes reels, mes transitions pour mes épisodes de podcast et tout. Enfin, les gens me disent ah waouh et tout. Je fais ouais, regarde le premier quoi. Il était pas aussi bien. Hein. C'est juste ça, j'en suis à 80 là, donc c'est normal, tu vois. J'ai le geste. Ça devient facile de faire des transitions. Enfin, ça devient une habitude. Donc mais forcément, quand ça devient une habitude, c'est beaucoup plus simple à faire. Donc il faut se lancer. C'est ça, faut se lancer et pas se laisser juste impressionner par l'avant-première fois. Parce que c'est souvent à ce stade-là qu'on s'arrête, de dire je vais même pas essayer, tu sais, parce que pour pas avoir mal, pour pas ressentir toutes ces émotions que j'ai pas envie de ressentir, parce que ça va être tellement compliqué. C'est ce que je te disais, j'arriverai pas à supporter. Comment je vais traverser tout ça? Donc c'est de passer ce petit moment avant la première fois. Si tu arrives à passer ça, c'est presque gagné en fait finalement. Le passage à l'action, c'est quand même le plus important. Après, pour en arriver aux commentaires désagréables et tout ça, il faut quand même un bon long timing, je pense quand même. Oui, non. Sauf si vraiment t'as une vidéo qui buzz en 2 minutes. Mais c'est rare. Je pense que c'est au moment où tu commences à être vraiment toi-même et à accepter de dire ce que tu penses vraiment en fait. Ouais. que c'est là que ça vient parce que justement t'as ce que tu disais tout à l'heure, les personnes qui vont être attirées par ce que tu dis et ceux qui vont être repoussés par ça quoi. Ouais, tu vas déclencher des réactions. Donc tant que t'as pas de haters, c'est que t'es pas allé au bout de qui t'étais. C'est ça. Sur les réseaux. On va finir sur cette phrase, c'est pas mal. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce partage et je te dis à très vite pour je ne sais pas quoi encore, mais à très vite, c'est sûr. Avec plaisir. Ciao, ciao. Merci Betty. Bye. Ciao.
Et voilà le gang, on est presque à la fin de cet épisode. Si tu en es là, c'est que tu as sûrement aimé cette interview. Alors partage-la autour de toi et tag-nous, Betty et moi, ça nous fera trop plaisir. Et si tu veux aller plus loin et que tu veux m'aider à faire connaître Wedding Vivant, tu peux aller sur Apple Podcast et me laisser 5 étoiles et un super témoignage, c'est ce qui m'aide le plus. Un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode.